Au plateau sauvage, le groupe Fantôme répète son spectacle, La Disparition, qui sera donné pendant 2 semaines à partir du 7 février. Pendant cette dernière phase de création, les comédiens ouvrent au grand public les portes de la répétition. Alors, un après-midi brumeux de janvier, je suis moi aussi montée à Ménilmontant pour disparaître avec le groupe Fantôme. Doutez de tout. Soyez attentifs à tout. La place que vous avez choisie dans ce théâtre, la manière dont vous vous êtes habillés aujourd'hui, la personne qui s'est assise à côté de vous. Les choses ne sont pas forcément ce qu'elles ont l'air d'être. Nous aimerions que vous écoutiez notre histoire comme si vous étiez avec nous, comme si vous étiez nous. Ce qui va se passer maintenant est un secret. S'il vous plaît, ne le dévoilez pas. Merci encore d'être là, parce que l'essence de ce projet, c'est d'être ensemble. Le reste n'est que prétexte. Voilà. Du coup, ce que disait aussi, c'est qu'il y a eu une expérience assez différente entre le public de mercredi et le public de samedi, c'est ça? Ouais. Vous avez eu des retours hyper différents. Ouais, complètement. Ça, c'est trop chouette, enfin, c'est super intéressant, parce que moi, j'avais le public un peu plus intello, un peu plus des gens qui sont venus du théâtre, et tout de suite c'est parti sur comment on se sent et tout ça, mais les gens étaient vite adhérés vraiment vite au... Enfin, ils étaient ok avec le fait qu'on soit perdu et que c'était pas un problème. C'était peut-être moins le cas, du coup, d'autres fois. D'autres fois, oui. Hier, samedi, c'était bien. Enfin, ça s'est bien passé. Aussi samedi, il y a eu un effet de masse, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu autant de personnes. Ah ouais. On avait 21 personnes et donc aussi d'un seul coup, le fait que ça réagisse plus fort, je pense que les gens se permettaient. Enfin, il y avait un côté moins, on est 5 face à 3 comédiens, quoi. Je pense que c'est, en fait, au lieu de jouer le côté grave ou pas, pour nous, le fait que les gens rient, ça nous permet de continuer à raconter l'histoire et c'est comme s'ils prenaient en charge le rire. Mais en même temps, ça nous détend. Enfin, je sais pas, c'est pas comme si c'était pas à nous de le créer, mais que on envoyait quelque chose et il y avait un bien-être dans la salle et donc ça nous permettait aussi après de prolonger notre histoire qui est plus ou moins étrange et pas forcément très drôle. Ouais, mais justement, parce que j'ai l'impression que mercredi, il y avait plus des rires finalement de gêne ou d'inquiétude ou un peu de « Ah, on est dans quoi là ?» Moi, j'ai rarement eu vraiment peur au théâtre, parce que c'est pas un endroit où j'ai peur, comme je peux avoir peur au cinéma et tout. Mais là, j'ai vraiment peur. Pendant 2-3 minutes, j'ai vraiment peur. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi. Et je pense que c'est aussi l'état dans lequel vous nous mettez avant qui permet ça, parce que moi je suis assez perméable à ce genre de questions, donc forcément je me suis un peu laissée aller, et du coup forcément après on est plus fragile, encore plus quoi, au truc qui nous bouscule où on se dit qu'est-ce qui va m'arriver, dans quoi je suis, et bien parce qu'en fait les connexions qu'on fait, mais c'est parce qu'on est aussi dans un état où dans toute la pièce on passe son temps à faire des connexions entre les trucs, à voir des coïncidences partout, des boucles, des machins, et donc du coup forcément on est éveillé comme quand on regarde un film d'enquête où on se dit faut que je sois hyper attentif parce que je sais pas que je rate un signe, du coup on est hyper ouvert quoi, et donc là oui, finalement, de faire peu de choses et que finalement les choses se soulèvent, c'est le travail qu'on va chercher. Carrément. Et on en a vachement parlé, ça, ce qui s'appelle la pareidolie. Ouais. C'est le... Par exemple, ce que tu peux voir avec les nuages. Voilà, le fait de voir une forme dans un nuage. Il y a une forme chaotique ou une chose qui n'a pas de forme. L'œil humain, tout de suite, lui donne un sens, un cadre. C'est effectivement le spectateur qui fait lui-même ses associations d'idées et qui donne encore plus de contenu que ce qu'on a. Parce que nous, on est juste conditionné pour que ouais, exactement. Et du coup, c'est en ça que je trouve que l'interaction va assez loin. C'est que du coup, c'est plutôt ouvrir un espace pour nous, plutôt que de nous faire vraiment des choses. Et Exactement. Il y a un certain nombre de questions que j'aurais bien aimé vous poser. Des questions qui seraient venues illustrer les thématiques du spectacle, qui serait venu éclairer le spectacle chaque soir de manière singulière en fonction des spectateurs, et des questions assez intimes qui vous auraient amené à donner des réponses assez intimes. Et puis on s'est dit,
avec Clément et Paul que peut-être que certains spectateurs trouveraient que c'est pas forcément le lieu idéal pour se livrer, une salle de théâtre en tant que spectateur, donc on a décidé de ne pas le faire. C'était une question que je voulais vous poser par rapport à comment vous avez travaillé sur ça. J'ai bien aimé un moment que vous dites dans le spectacle, nous aussi on est allergique à l'interaction, on est allergique au spectacle interactif, immersif et tout. Et en même temps vous le faites mais d'une manière qui n'est pas attendue justement. Ça fait quand même un moment qu'avec Clément et Paul on travaille sur le théâtre interactif. On faisait des cabarets à une époque, la nuit et tout, et on a toujours eu une démarche... on s'est toujours placé du côté du spectateur en se disant qu'est-ce qui est agréable et pas agréable, qu'est-ce qui inclut le spectateur, on a toujours eu envie d'englober le spectateur avec nous dans une démarche douce et agréable et inclusive, plutôt que de se servir du spectateur pour faire un spectacle. C'est ça, c'est vraiment la question de se servir du spectateur en fait. Ouais. C'est complètement ça en fait. C'est ce qui nous angoisse, enfin ce qui moi en tant que spectateur m'angoisse profondément, c'est de me dire ah ok, par exemple on va faire une hypnose sur un plateau, comme certains le font, on dit machin, et tu t'es retrouvé à faire le chien alors que t'as rien désiré. Et on s'est moqué de moi. Et on s'est moqué de moi. Et en plus toi Romain tu l'avais vécu, toi, on avait fait ça au Canada. J'avais fait, mais j'ai été sorti d'un peu de... j'avais pas supporté en fait. Au moment où j'ai senti que je partais et que j'allais faire du piano dans l'air devant 500 personnes, j'ai senti que mon corps disait... Non, j'ai pas envie de me ridiculiser à ce moment-là. Non, et puis je pense aussi le rapport avec le spectateur, il y a tout ça, tout ce qui s'est dit là, mais il y a aussi le besoin d'être au présent, le fait de parler réellement au spectateur, vu que tu ne sais pas ce qu'il va te dire et qui est en face de toi, ça te ramène à l'instant présent, qui est pour nous, je trouve, très important, plutôt que de figer quelque chose et de casser le quatrième mur. C'est quelque chose qui nous excite beaucoup, puisqu'on espère le jouer plusieurs fois, et c'est quelque chose qui nous plaît d'être en mouvement vraiment avec les gens et d'être toujours sur cette crête un peu fragile qui nous rend aussi fragiles. Et donc en fait on se met presque à la même, il y a une équité quoi, parce que si tu sais exactement ce que tu vas faire et que c'est là où tu utilises, alors que nous, quand on demande ou quand je fais venir quelqu'un sur le plateau, tout ça, ça peut pas bien se passer ou ça peut être difficile pour moi aussi. Et moi, je suis en empathie réelle parce que j'ai peur aussi et que je veux que ça se passe bien. J'ai aussi peur que la personne. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi, c'est qu'on sent qu'il y a une équité. Je trouve d'autant plus avec ce spectacle où il y avait vraiment une volonté aussi de pas faire de performance sur le plateau, mais de créer un spectacle qui est dans la tête du spectateur. Et donc sur le plateau, on se met au service de ça, mais je veux dire, on est quand même... il se passe plein de choses, mais je veux dire au niveau des mouvements ou au niveau de notre jeu de comédien, il y a plein de variations, mais il n'y a pas une théâtralité folle en fait. Et en fait si, il y en a une mais qui est dégalée, mais au début moi ça me faisait hyper peur de me dire qu'on allait rester pendant 1h30 sur un siège. Enfin moi je suis quelqu'un qui est plutôt physique sur un plateau, je disais les gens vont s'ennuyer, enfin ça va être terrible. Ouais mais pas du tout en fait, ça met le spectateur dans une position où il a vraiment un rôle à jouer quoi, il est hyper acteur de ce qu'il voit et il n'est pas du tout en train de s'en prendre plein la figure avec plein d'effets, et au contraire il investit vachement avec son imagination quoi. Mais tu vois là, hier il y a ou avant-hier il y a une spectatrice qui a dit qu'elle avait ressenti que c'était une manipulation délicieuse. J'ai trouvé ça beau, la manière dont elle l'a dit et tout, il y avait un côté presque érotique, je trouvais. Grégory, je crois que si tu n'étais pas monté sur le plateau, tu m'aurais manqué. J'avais découvert votre travail donc, à l'époque des 100 coups, ça. Et déjà j'ai l'impression qu'il y avait plein de choses que je retrouve là mais qui sont encore plus poussées quoi. C'est-à-dire moi ce que j'avais adoré dans les 100 coups, c'était parce que c'est vraiment ma cam, c'était tout ce flou justement, enfin, le on-off, l'implication entre le réel, la fiction. Je trouve que ça va encore plus loin et de manière plus poussée, plus forte, encore plus audacieuse, même plus risquée entre guillemets, dans cette question de justement c'est quoi le théâtre, c'est quoi le jeu, c'est quoi le double, c'est quoi jouer un rôle, c'est quoi raconter une histoire, mentir, être mort et vivant à la fois. Enfin, pourquoi vous avez cette envie de faire du théâtre, qui parle du théâtre, qui parle de jouer, s'identifier, s'incarner, se désincarner. Est-ce que c'est un truc que vous avez envie de défendre particulièrement dans vos créations ? C'est un peu le contraire.
Ah, c'est un peu complet. Bah, ça m'intéresse du coup. Là, on s'est dit, on va pas parler de nous, on va parler du spectateur sur ce spectacle. Oui. Évidemment, quand on est sur le plateau et qu'on en parle tous les trois, on parle de 3 comédiens, c'est une certitude parce qu'on est ce qu'on est et qu'on voulait se rapprocher de notre réalité. Mais évidemment, qu'en fond, on parle aussi de la création. C'est que malgré tout, c'est-à-dire que même dans ce que disait Romain, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément de faire, malgré tout, ça existe parce qu'on reparle de ça. On reparle aussi de personnes qui s'isolent et qui vont justement revenir aux spectateurs. Mais c'est la création dans le sens spectacle tel quel et dans le sens large aussi de recréer vraiment quelque chose avec l'autre et de recréer même de la création dans le Chine du monde. Non mais c'est vrai, il y a aussi ça. Qu'est-ce que c'est que de se prendre aussi pour des dieux par moment Là où ça me rattrape en fait, c'est que je pense qu'une des choses qui nous intéresse tous les trois, c'est aussi la question du trouble, l'endroit où le spectateur perd un peu pied, perd ses repères. Clairement. Et comme on est au théâtre et qu'on utilise justement les outils du métathéâtre, etc., pour créer ce trouble-là, le théâtre dans le théâtre, on joue plus. Forcément, pour créer ce trouble, on utilise les outils du théâtre. Donc forcément, ça parle du théâtre, de soi-même. Mais en vrai, le moteur principal, c'est plus créer un espace de trouble qui fait que le spectateur perd pied et peut découvrir des zones où ça peut s'ouvrir aussi des portes dans son inconscient ou des connexions neuronales inconscientes. Créé justement par ce trouble-là, créer des petites étincelles à des endroits inattendus, quoi. Ouais, complètement. Moi j'ai l'impression qu'on utilise ça, le plateau, ce qu'on est, être comédien, comment connaître. C'est surtout le plateau, parce que le plateau, il y a un truc qui est fou, c'est-à-dire que quand on est sur le plateau, les gens acceptent. À partir du moment où ils rentrent dans une salle, que tout ce qui va se passer est vrai. Alors qu'ailleurs, non. Tu vois, il y a vraiment, c'est des codes. Donc nous, on a lu pas mal de trucs aussi sur la place du spectateur, des gens qui ont écrit des choses qu'on sentait plus ou moins, mais où les choses ont été nommées. Et donc on a utilisé aussi toutes ces choses-là pour justement essayer, pas de sortir de ça, mais pour les amener plus loin, plutôt vers un voyage intérieur. Donc moi c'est vrai que j'ai plus l'impression qu'on a travaillé sur l'intérieur de l'autre, comment est-ce qu'on peut lui amener des cheminements en utilisant ces codes-là. Mais l'idée c'est pas vraiment de parler du théâtre. Parce que j'ai l'impression que le spectacle parle pas de nous, il parle de chacun dans son intimité. Mais j'ai l'impression que le théâtre permet ça aussi parce que à la base il y a ces interrogations-là qui sont dans la forme elle-même, enfin dans le format lui-même, ce truc de se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quoi on est, est-ce qui parle aussi, qui nous parle. Il y a plein de moments de spectacle où on ne sait pas qui nous parle. En plus, vous appelez par vos prénoms, donc forcément, vous êtes déjà deux dans les mêmes corps. Ah ouais. Qui nous parle, tu veux dire, entre le vrai acteur et... c'est ça. Ouais, bah ça... Mais du coup, forcément, ça questionne. Parce que pendant que tu vois ce spectacle et que tu nous écoutes, tu te dis quelle est la part de fiction et quelle est la part de vrai. Je me suis dit ça au tout début, après j'ai arrêté. Mais c'est là où tu te dis que c'est un spectacle qui pourrait être hyper intéressant, c'est-à-dire que si tu faisais ça dans une sorte de festival et tout, tu te dis là on aimerait vraiment faire un bord plateau. Et là, du coup, le truc repart et qu'en fait, c'est un spectacle qui dure 5 heures où les gens vraiment sortent et même vont manger et tout et disent on voulait juste vous dire un truc et peut-être les gens ils diraient en fait, le moment du spectacle que j'ai préféré c'est quand on mangeait parce que je parlais avec les gens de tout ce qu'on avait vécu et en fait ça faisait ressortir plein de choses en fait parce que j'ai l'impression que c'est des couches qui s'accumulent et que finalement tout ce qu'on livre, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi, tu vois, parce que nous-mêmes on se pose la question des saluts, on n'a pas envie de saluer parce qu'on a l'impression de vivre un moment avec vous et on n'a pas envie de justement être les acteurs et j'ai l'impression que le spectacle va vraiment continuer à exister, en tout cas c'est ce dont on espère fort après, mais le lendemain ou sur des choses qu'ils vont voir un peu plus que c'était drôle quand l'acteur il avait sorti cette blague, plutôt sur des choses de résonance. C'est comme si je découvrais qu'au théâtre à chaque fois on montrait un dessin avec une ligne assurée et en fait on laissait aucune possibilité au spectateur de lui faire confiance ou tu vois, et je crois que le lien il vient aussi là, plus qu'on parle au spectateur, c'est que d'un seul coup ça a été monté de telle manière qu'on fait confiance à l'intelligence, mais même pas l'intelligence, être intelligent c'est l'intelligence du cœur, de quand tu es attentif à quelque chose, comme en fait tu perçois et
tu te construis. C'est comme pour découvrir des territoires de l'inconscient inexplorés ou des territoires de perception inexplorés. Mais ça rejoint aussi le truc de Carlo Rovelli, un astrophysicien qui nous inspire vachement, qui expliquait que toute tentative de mettre de l'ordre laisse toujours quelque chose de côté. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse quand on propose le spectacle, c'est de proposer une espèce de version du réel qui permette justement de rendre un petit peu poreux les frontières pour avoir accès à des choses qu'on laisse de côté en ayant une vision rationnelle. Or, le réel est beaucoup plus grand que notre vision subjective, rationnelle, qui tente toujours d'ordonner et donc de réduire, alors qu'il y a un chaos qui se présente à nous et des choses qui ne sont pas forcément cohérentes ou qui vont dans des sens incohérents, qui ne sont pas, qu'on n'a pas la capacité d'ordonner, mais qu'il faut, et justement que nous on essaye de provoquer sur le plateau pour, et chez nous et le spectateur, élargir notre perception en fait. Mais c'est peut-être ça que je voulais dire par l'idée de la peur, peut-être. Tout à l'heure, c'est ce petit frisson de peut-être qu'en fait, je vais là, aujourd'hui, dans cette salle, je vais ouvrir un petit peu plus la porte. Et je crois qu'on s'en était rendu compte aussi avec Romain, parce que Romain a pas mal bossé sur la théologie. Et là où on s'est retrouvé un peu à un même moment, où moi, effectivement, j'avais plus bossé en quantique. J'avais lu des trucs notamment Carlo Rovelli et tout, et on s'est rendu compte qu'en fait, on se retrouvait vachement. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets justement sur le réel et le non réel, et on s'est dit, putain, c'est fou. Il y a quand même un lien qui est très fort. Ouais, c'est génial. Des découvertes de physique quantique ultra contemporaines qui correspondent à des choses. Des questions théologiques. Ouais, des choses de spiritualité orientale qui sont là depuis très longtemps et qui étaient déjà présentes. On est en train de découvrir que c'était des intuitions concrètes en fait, qui correspondent à des choses réelles. Comme par exemple la superposition des états. Ouais. Et le fameux truc de Schrödinger, ça c'est un truc de Bah oui, spiritualité. par exemple le Tao, la spiritualité chrétienne par exemple a toujours voulu dissocier le bien et le mal, ou même la philosophie classique dissocier le corps de l'esprit, etc. Or en spiritualité orientale, les choses sont beaucoup plus imbriquées, beaucoup plus intriquées entre elles. Le bien et le mal sont une seule chose, une seule et même chose. Et c'est le réel contient tout. Il n'y a pas de dissociation. En fait. C'est l'homme qui dissocie pour comprendre, mais au départ, c'est tout est dans la même chose. Et c'est pareil avec les particules élémentaires. Elles sont dans tous les états simultanément, et c'est l'observateur qui fait qu'elle se trouve dans un état. Mais sinon, tant qu'elle n'est pas observée, elle se trouve dans toutes les hypothèses, dans toutes les probabilités simultanément. C'est hyper intéressant de voir comment les choses se correspondent comme ça. On s'est posé la question du vide aussi, clairement, par apparemment Kant, parce que tu as lu sur Rosset aussi, et qu'effectivement, il y avait cette notion de ce trou noir dont on parle, ce qui nous manque à tous. Et donc l'idée de se poser la question de qu'est-ce qui nous permet de mieux supporter certaines choses. Et on disait qu'effectivement, on peut mieux supporter les angoisses et la vie en étant en coprésence. Tu vois, en coprésence. Et se dire que finalement, regarder le vide ensemble, et ben c'est déjà ça. Tu vois. C'est la disparition pour moi aussi de ce qu'on peut imaginer qu'elle apparemment compte. C'est-à-dire qu'on a l'impression de courir de temps en temps après quelque chose pour être complet. Et donc il y a quelque chose qui a disparu en nous. Et donc en fait on est toujours à la recherche d'un bonheur, ou on se dit tiens si on a tel objet, ou tiens si en tout cas en tant que comédien j'avais ce rôle-là, je suis sûr que là ça irait. Et puis le jour où tu as le rôle, bah en fait il y a autre chose dans ta vie qui va un peu moins bien, ou d'un seul coup ce rôle est un peu moins important, puis tu te rends compte qu'en fait t'es pas plus apaisé. Et moi j'ai l'impression qu'il y a aussi de cet ordre-là, de cette course effrénée vers ça. Et finalement ce que nous on raconte et ce qu'on s'est dit, c'est que au final l'apaisement ou la joie ou tout ça, c'est par exemple dans cette rencontre qu'on a là, c'est d'être avec l'autre. Pour rencontrer le groupe Fantôme, parler de physique quantique et du chat de Schrödinger, perdre vos repères et vous faire délicieusement manipuler, ce sera du 7 au 19 février au Plateau Sauvage. Merci à Paul Janson, Romain Coutard et Clément Aubert pour cette discussion à bâton rompu, et à bientôt dans